Il y a près de 80 ans, le Japon s'est rendu et a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Non, mais quel aurait été le principal facteur qui a poussé les Japonais à se rendre? Étaient-ce les bombardements atomiques américains ou l'invasion soviétique de la Mandchourie? Tu veux savoir? La réponse reste avec nous. Avant que nous commencions. Rappelons-nous que l'anniversaire des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale approche lorsque le Japon a finalement signé la reddition face aux Alliés. Et pour que vous sachiez tout ce qui s'est passé, toute cette suite d'événements, j'ai créé un groupe spécial sur WhatsApp où chaque jour je publie des nouveautés, je publie des anecdotes sur ces derniers mois de la guerre. Pour rejoindre ce groupe, cliquez sur le lien dans la description. Ou alors scannez le QR code qui est à l'écran. Je vous y attends avec plaisir. Alors, allons-y pour l'une des plus grandes polémiques de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui l'a mené à sa fin? Ce qui a poussé les Japonais à se rendre, ce sont les bombes atomiques américaines. Ou bien, regarde ici sur cette magnifique peinture d'ailleurs, l'invasion soviétique de la Mandchourie. Lequel de ces deux événements aurait le plus de poids pour influencer la décision japonaise de demander la reddition? Aujourd'hui, alors, je vais t'expliquer la séquence d'événements et les facteurs qui ont finalement abouti à cette décision, ainsi que le poids de chacun de ces facteurs dans cette même décision. La réalité du Japon en juillet 1945 était presque comme un microcosme à l'intérieur de la planète Terre. Pourquoi cela? Parce que cette population japonaise était le résultat d'une civilisation ininterrompue, c'est-à-dire qui n'avait jamais subi d'interruption de sa structure dominante pendant pratiquement 2000 ans. Donc vous avez une population qui est hautement endoctrinée dans les préceptes, dans l'éthos de ce que signifie être japonais. Et vous avez aussi un contrôle médiatique et un contrôle total de l'information exercé par le gouvernement du Japon. Cela faisait que le gouvernement à Tokyo était capable de cacher à la population japonaise même les plus grandes catastrophes, comme par exemple le naufrage des 4 porte-avions japonais lors de la bataille de Midway, la perte des îles Mariannes, et même la proximité réelle des Américains avec le Japon ayant déjà débarqué sur l'île d'Okinawa. La civilisation japonaise était également imprégnée d'une mystique historique. Que les éléments, que les dieux les favorisaient toujours, et qu'en cas d'extrême urgence nationale, ils seraient, à la dernière heure, secourus par ces forces divines. Ainsi, cela rendait la reddition japonaise, même à ce stade avancé de la guerre, quelque chose de très difficile à envisager. Voici une photo du dernier cabinet japonais de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris ses fonctions le 7 avril 1945 autour du Premier ministre Kantaro Suzuki. Nous allons en parler dans un instant. Sur cette photo, vous voyez déjà des figures emblématiques comme l'amiral Mitsumasa Yonai, ministre de la Marine, et le puissant général Korechika Hanami, ministre de la Guerre. Et comme vous pouvez bien l'imaginer, le 7 avril 1945 n'est pas une date nécessairement favorable dans l'histoire militaire japonaise. Autrement dit, à cette époque, les défaites étaient déjà écrasantes, elles étaient déjà évidentes, et le pays était déjà sous des bombardements incendiaires américains continus. Comment cette direction ici, comment ce cabinet considérait-il la guerre? Donc même à ce haut niveau du gouvernement, certains, comme l'amiral Yonai, souhaitaient déjà signer la paix. Il y avait aussi des éléments réactionnaires, ceux qui se sentaient encore très belliqueux, comme le général Hanami. Et bien que ce type d'éléments croyait encore beaucoup au salut, à la victoire finale. Et il croyait aussi que la perte de tous les territoires d'outre-mer japonais ne serait pas une raison suffisante pour envisager une reddition. Il savait aussi qu'à ce moment de la guerre, il n'y avait plus aucune possibilité de victoire. Tout ce qu'il voulait, à ce stade, c'était éviter la défaite et éviter la défaite. Cela signifiait obtenir des conditions acceptables pour préserver l'honneur japonais lors des négociations avec les Américains. Et à ce moment-là, ces dirigeants japonais que vous voyez ici ne sont pas simplement restés assis à attendre que les choses se passent. Ils ont développé un concept opérationnel appelé Ketsugu, et cela signifiait mobiliser pratiquement toute la population japonaise.
étant donné que le gouvernement parlait déjà à cette époque du sacrifice honorable des 100 millions en l'honneur de l'Empire. La façon pour le Japon d'obtenir cet armistice honorable avec les États-Unis serait donc de résister farouchement à l'invasion américaine du Japon lui-même, en faisant en sorte que les Américains perdent un nombre immense, inimaginable de soldats lors de cette opération. Et ainsi, cela ferait en sorte que le public américain, de retour aux États-Unis, perde foi en la guerre et force ses autorités à négocier avec les autorités japonaises. Et si vous pensez que c'est un problème, d'un délire où les Japonais n'allaient jamais réussir à surpasser les Américains ou même à leur infliger ce genre d'impact, vous vous trompez complètement, car Okinawa a été la preuve finale que ce concept fonctionnait bel et bien. L'invasion de l'île d'Okinawa, qui avait initialement été prévue pour ne durer que quelques semaines, a duré 85 jours, et tout fusilier marin ou soldat qui était sur l'île à cette époque décrit la situation comme rien de moins qu'un enfer sur Terre. Au prix de dizaines de milliers de pertes, les Américains ont dû éliminer presque toute la résistance militaire japonaise sur l'île, ce qui a également entraîné des dizaines de milliers de pertes civiles japonaises. Et cela a fait d'Okinawa le point culminant d'un processus de dégradation de l'opinion publique aux États-Unis, qui avait commencé dès les îles Mariannes l'année précédente et qui s'est aggravé avec la conquête très sanglante de la petite île d'Iwo Jima en février 1945. Écoute, je vais faire un petit calcul simple ici, une règle de 3 très simple pour te montrer. Comment Okinawa est-elle devenue le reflet de ce que les Américains craignaient le plus, que cela se répète lors de l'invasion du Japon lui-même? Regarde, sur l'île d'Okinawa, il y avait 115 000 défenseurs militaires, c'est-à-dire 115 000 soldats défendaient l'île, avec aussi quelques miliciens. Sur ces 115 000 soldats, 94 000 ont été tués. 94 000 de ces 115 000 ont dû être tués par les Américains parce qu'ils ne se rendaient pas. Et ce contingent militaire japonais a causé aux Américains 50 000 pertes au combat plus, 30 000 pertes non liées au combat, ce qui a conduit à un total de 80 000 pertes américaines et britanniques. Maintenant, ce qui fait vraiment peur, c'est que le nombre de soldats japonais disponibles pour défendre le Japon a atteint 2 280 000 hommes. Donc si on applique cette règle de 3 mentionnée ici, si les Américains affrontaient ce contingent japonais au Japon, les pertes totales estimées seraient en environ 1 586 000 hommes. Et comme à Okinawa, le nombre de morts par rapport au nombre de blessés était d'environ 1 pour 7. Le nombre total de morts serait d'environ 226 583 soldats. Et si on compare ce nombre de morts prévus là, si on compare avec le nombre total de morts américains pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était de 407 316, on voit que ce nombre total pourrait augmenter de plus d'un tiers. Et tu vois, moi personnellement, je pense que cette estimation de 226 000 est assez conservatrice. Parce que si on compare la situation logistique japonaise sur une petite île comme Okinawa à celle de leur propre pays, la résistance japonaise sur leur propre territoire aurait beaucoup plus de soutien logistique et, par conséquent, fonctionnerait beaucoup mieux. On peut aussi imaginer que les Japonais auraient en gardé le meilleur de leur armement et aussi leurs troupes les mieux entraînées pour la défense de la patrie. Donc, ce chiffre de 226 000 morts ici pourrait facilement dépasser les 400 000 selon mon estimation. Maintenant, tu veux savoir ce qu'en pense l'opinion publique ? Je voyais tout ça là-bas aux États-Unis, et comment cela a-t-il affecté le soutien populaire à la guerre ? Attends un peu. L'opinion publique américaine concernant la Seconde Guerre mondiale en 1945 n'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle était en plein déclin. Ce n'est pas que la majorité de la population ait cessé de soutenir la guerre, mais l'enthousiasme pour la guerre était bel et bien en net déclin. As-tu déjà vu une photo du rationnement et des files d'attente pour le rationnement aux États-Unis ? Savais-tu que cela s'était produit pendant la Seconde Guerre mondiale ? Même si le pays était effectivement une puissance industrielle, sans aucun équivalent, dans le monde entier,
La population civile a subi toutes sortes de restrictions alimentaires et de pénuries de toutes sortes de fournitures. Et après 4 ans de guerre, cela a épuisé la population, et même plus que cela. Après la défaite allemande en mai, beaucoup de gens se demandaient pourquoi continuer la guerre dans le Pacifique. Et les rapports de pertes à Iwo Jima puis à Okinawa ont poussé ce sentiment à son paroxysme pendant le conflit. Un sondage de l'agence Gallup cet été-là a révélé que 70% de la population américaine soutenait la reddition inconditionnelle du Japon. Mais regardez ça. Elle avait peur du coup de cette reddition. Et de quoi avait-elle peur exactement? La peur de perdre un père, un fils, un frère, un mari, tous ceux qui seraient impliqués dans ce qui était déjà anticipé. Ce serait une bataille sanglante pour la prise du pays. Et cette volonté américaine, si majoritaire, faisait en sorte que le gouvernement ne pouvait pas envisager, par exemple, un prolongement de la guerre, simplement en encerclant le Japon et en isolant le pays, jusqu'à ce que Tokyo demande un certain type d'accord de paix, ce qui pourrait prendre des années. Donc encore une fois, c'est cette situation ici qui a poussé la Maison-Blanche à utiliser toutes les cartes qu'elle avait dans sa manche pour forcer les Japonais à abandonner la guerre. Et cela a signifié au départ le bombardement incendiaire du Japon à partir de mars 1945 qui, au final, a complètement détruit 67 villes japonaises. De plus, au cours du même mois de mars, l'opération Starvation a été lancée, qui consistait en un minage massif des ports ainsi que des voies d'accès aux ports japonais. Cette opération Starvation est également très peu discutée aujourd'hui, car son objectif était littéralement de faire mourir le Japon de faim, en empêchant les approvisionnements, principalement la nourriture, d'arriver des territoires japonais, en Mandchourie et aussi en Corée, jusqu'à la bouche du citoyen japonais. Et les résultats de l'opération Starvation à la fin du mois étaient vraiment effrayants, car le tonnage de ravitaillement débarqué au Japon ce mois-là était inférieur à 10% de celui du mois de février. Et enfin, bien sûr, le haut commandement américain a également autorisé le largage des bombes atomiques sur le Japon, puisque le pays a complètement ignoré les demandes de reddition de la déclaration de Potsdam. Alors parlons un peu de l'Union soviétique maintenant, car elle est une partie importante de notre sujet. Et l'Union soviétique avait un rôle prépondérant à jouer dans la stratégie japonaise de résistance contre les Américains. Parce que dans la haute planification japonaise, Staline devait être le médiateur qui mettrait les Japonais et les Américains à la même table et définirait des conditions honorables pour que les deux parties mettent fin au conflit. Et pourquoi les Japonais pensaient-ils que Staline pourrait faire cela? Parce que depuis 1941, depuis avril 1941, le Japon et l'Union soviétique avaient signé un pacte de non-agression qui avait une validité établie de 5 ans. Il n'expirerait qu'en 1946. Et par conséquent, le Japon et l'Union soviétique étaient en amis, bien que l'Union soviétique soit un allié de premier plan des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, en me basant sur tout ce que je viens de dire, est-ce que les Japonais ont vraiment été pris par surprise par l'invasion soviétique de la Mandchourie en août 1945? Et est-ce que cela les aurait poussés à abandonner la guerre immédiatement? C'est ce que beaucoup de gens croient, mais je vais te montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Pour commencer, parce que le 5 avril, dans les derniers jours de la résistance allemande, encore en Europe, Vyacheslav Molotov, ministre des Affaires étrangères de Staline, a publiquement dénoncé le pacte de non-agression entre l'Union soviétique et le Japon. Cela revient à dire que les Russes ont déchiré le pacte. Et à partir de ce moment-là, il n'existait plus aucune obligation soviétique de ne pas entrer en conflit armé contre les Japonais. Même avant cela, en février de cette année-là, lors de la conférence de Yalta, Staline lui-même a promis à Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, que l'Union soviétique entrerait en guerre contre le Japon, exactement 3 mois après avoir mis fin à la guerre contre l'Allemagne. Alors est-ce que, au milieu de toutes ces décisions, toutes prises au plus haut niveau, et même des décisions rendues publiques, comme ce fut le cas de l'annonce de Molotov, dans toutes ces décisions,
ils n'avaient pas perçu l'intention soviétique d'entrer en guerre contre eux. Alors, je vais te montrer ça. Regarde un peu cette trouvaille. Ceci est le journal Au Globo du mercredi 27 juin 1945. Et tu sais ce qu'il y a à la une du GLOBO ce jour-là? Regarde juste cet article ici, écoute ce qu'il dit. Un affrontement russo-japonais serait imminent, de grandes concentrations de troupes nippones font face aux lignes soviétiques en Mandchourie. Berne, le 27, c'est-à-dire Berne, en Suisse. 27 juin. La radio de cette capitale déclarant que des événements graves sont en cours en Extrême-Orient, des événements graves principalement au nord de la Mandchourie, prévoit un affrontement russo-japonais imminent. Pour étayer ces déclarations, la radio suisse souligne que de grandes concentrations de troupes japonaises sont en cours au nord de la Mandchourie face aux lignes russes. Il est significatif, dit la station de Berne, que les États-Unis fournissent comme du matériel à la Russie dans le cadre du pré-bail, destiné à être utilisé en Sibérie. Alors vous voyez ici que même le Brésilien de cette époque, votre grand-père, savait déjà qu'une guerre entre la Russie et le Japon pouvait éclater à tout moment. Et l'article du GLOBO met également en évidence un élément principal de la préparation soviétique à la guerre contre le Japon, qui était précisément le pré-bail. Les Russes ont utilisé les ports américains du Pacifique pour transporter à travers le Pacifique des fournitures de guerre qu'ils utiliseraient eux-mêmes contre les Japonais en 1945. Regarde ce coup stratégique car les Russes, étant sous un traité de non-agression avec les Japonais, pouvaient en faire transiter leurs navires sans aucune crainte d'être attaqués par eux. Et justement, tout ce matériel s'est retrouvé sur les lignes de front soviétiques qui allaient pas la percer contre l'armée du Kwantung le 8 août 1945. Même ainsi, les préparatifs logistiques soviétiques pour cette opération n'étaient pas encore totalement terminés à la date du début de l'attaque. Parce que quelques jours après le début de l'attaque, avec l'offensive se développant à un rythme assez rapide, les avant-gardes soviétiques ont commencé à souffrir d'un manque de toutes sortes de fournitures, surtout de carburant. Ce qui indique que la date de début de l'opération soviétique a peut-être effectivement été avancée à cause du bombardement atomique d'Hiroshima. Je t'explique ici que, même si les préparatifs logistiques soviétiques ont pu connaître un retard, le largage de la bombe atomique sur Hiroshima a peut-être laissé entendre à Staline que les Japonais réagiraient par une reddition immédiate. Qu'est-ce qui a donc poussé Staline à avancer le lancement de l'offensive pour respecter le délai exact de 3 mois qu'il avait donné aux Alliés à Yalta? Je suis sûr que tu as déjà fait le calcul, non? Le 8 mai 1945 au 8 août 1945, il y a exactement 3 mois. Donc, ce que les preuves historiques nous montrent, c'est que l'armée du Kwantung, la plus grande armée de zone japonaise de l'époque, se préparait à recevoir une invasion soviétique dans le nord-est de la Chine. Cependant, ils se sont trompés sur la date, car l'estimation sur laquelle les Japonais se basaient était que les Soviétiques ne seraient pas prêts à attaquer avant la seconde moitié de septembre ou même au début du mois d'octobre. Et la documentation de l'armée du Kwantung elle-même indique que ces lignes de défense devaient être prêtes seulement en octobre. Et en fait, la confiance des Japonais dans cette date était si grande que ce n'est que lorsque l'ambassadeur Sato a rencontré Molotov dans la nuit du 8 août là à Moscou. Et Molotov alors a remis à Sato. La déclaration de guerre soviétique au Japon, c'est à ce moment-là que les Japonais ont eu le premier indice qu'ils allaient être attaqués. Comme je l'ai déjà dit, l'attaque soviétique a lieu dans la nuit du 8 au 9 août, et dans la matinée du 9 août, la deuxième bombe atomique tombe sur Nagasaki et c'est le résultat du deuxième bombardement atomique. J'ai déjà traité ce sujet dans notre vidéo sur Nagasaki, minute par minute. C'est que les Japonais ont la confirmation que les Américains possèdent un vaste arsenal de bombes atomiques. Et que maintenant, la destruction complète de leur pays viendrait à coup sûr et à un coût très faible pour les Américains. Un gars qui est assez oublié, mais qui a eu un rôle très important dans cette prise de décision du 9 août de la part du haut commandement japonais.
C'est ce jeune homme ici, Marcus McDilda, qui était pilote de P-51 du 7e commandement de chasse basé à Iwo Jima. Le 8 août, ce gars-là effectuait une mission d'attaque contre des cibles terrestres à Osaka, au Japon, lorsqu'il a été abattu par la défense contre avions japonaises. McDilda, il a donc été capturé par les Japonais. Il a été emprisonné et a été exhibé dans les rues d'Osaka, où il a été agressé et lapidé par la population. Et après cela, il a été emmené dans une cellule où il a été interrogé et violemment torturé par le Kempei Tai, la redoutable police secrète japonaise. Et alors, un officier japonais a demandé à McDilda des informations sur l'arsenal nucléaire américain, le menaçant de mort avec la pointe de son épée. Alors, McDilda a répondu à l'officier américain que les États-Unis possédaient des centaines de bombes atomiques dans leur arsenal, et que bientôt plusieurs villes, dont Tokyo et Kyoto, seraient pulvérisées par des bombes atomiques. Évidemment, McDilda ignorait totalement le sujet. Il a inventé tout cela parce qu'il avait peur de mourir et il a dit ce que son interrogateur voulait entendre. Et ce témoignage complètement faux d'un pilote américain est parvenu au Conseil des Six Grands, à Tokyo, et a eu un impact énorme sur les événements des heures suivantes. Alors tu penses que le Conseil de guerre japonais a donc décidé de se rendre, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Conseil a toujours été divisé en deux. 3 membres voulaient la paix et 3 membres voulaient continuer la guerre. Et même après l'annonce de la deuxième bombe atomique et l'annonce de l'invasion soviétique de la Mandchourie, aucun des 3 membres pro-guerre n'a changé d'avis. C'est bien ça? La reddition japonaise a en réalité été causée par une importante rupture de protocole de ce petit monsieur que vous voyez ici. C'est le premier ministre du Japon, Kantaro Suzuki, qui avait déjà plus de 75 ans, donc assez âgé, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est en avril 1945 qu'il a été convoqué par l'empereur lui-même, car l'empereur avait personnellement confiance en Suzuki. Et secrètement, il lui a dit que sa mission était de conduire le pays vers la paix. Alors, à la fin de ce 9 août, une nouvelle réunion du Conseil a de nouveau abouti à une impasse. Aucune résolution, car 3 voulaient la paix, 3 voulaient la guerre. C'est Suzuki qui s'est levé et, sachant que le plan Katsugo était désormais condamné, car il n'y avait plus de médiateur, plus personne ne pouvait faire appel à l'Union soviétique pour amener les Américains à s'asseoir à une table de négociation avec les Japonais. Le Premier ministre se lève et, en faisant une profonde révérence à l'empereur, demande instamment à l'empereur d'exprimer son opinion. Et c'est justement cette rupture de protocole dont je vous ai parlé, car l'empereur ne s'exprimait jamais lors de ces séances. Il était simplement présent pour approuver ce que les conseillers décidaient. Mais une fois qu'on lui demande son avis personnel, l'empereur dit que le pays ne peut pas continuer à subir ce genre de punition, et qu'il était temps de supporter l'insupportable et d'accepter la reddition. Alors, je vais conclure en vous montrant cette image ici, que je pense illustre parfaitement la situation du Japon en 1945. Un délicieux gâteau à étages recouvert de cerises rouges. Et pourquoi est-ce que j'utilise cette analogie ici ? Parce que nous pouvons voir dans chacune de ces couches les raisons pour lesquelles les Japonais se sont rendus pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut commencer par la base avec la perte des territoires et la perte de prestige mondial, suivie par le bombardement stratégique incendiaire des villes, puis l'opération Starvation et la chute monstrueuse du niveau des fournitures les plus basiques comme la nourriture et le carburant. Enfin, les bombes atomiques ici, qui détruisaient une ville après l'autre avec un seul avion. Et là, vous avez la cerise sur le gâteau, qui est l'invasion soviétique de la Mandchourie, éliminant la possibilité que leur planification stratégique d'obtenir une paix négociée avec les Américains puisse se réaliser. Mais réfléchis avec moi, que serait la cerise sans toutes ces couches de chocolat en dessous ? L'offensive soviétique a effectivement été un succès total, qui a dévasté l'armée du Kwantung pendant les 7 jours suivants. Mais rappelons-nous que la décision japonaise de se rendre a eu lieu moins de 24 heures après le début de l'offensive soviétique. Donc jusqu'au moment où l'empereur a annoncé sa volonté de capituler, personne ne savait encore quelle serait réellement l'ampleur de l'offensive soviétique.
Et la différence entre les dates du 9 au 15 août, moment où l'empereur a annoncé la reddition, cela s'explique par la distance entre les deux nations, les États-Unis et le Japon, et aussi les difficultés de transcription, de traduction des offres de paix et de leurs réponses respectives. Je crois qu'il est temps de conclure, ce gâteau me donne faim. Alors dis-moi, as-tu mieux compris la suite des événements et des facteurs ayant mené à la reddition japonaise? Partages-tu mes conclusions? Dis-nous dans les commentaires si tu veux mieux comprendre les subtilités de l'un des principaux éléments de cette décision. Alors achète mon livre L'atome comme arme, qui est en vente sur Amazon et aussi dans la boutique Wake. Je suis certain que tu apprendras beaucoup avec ce livre. Clique sur le lien ou scanne le QR code. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la aussi avec tes amis, mets-nous un pouce bleu et abonne-toi à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici. Merci encore pour ton écoute et une grande accolade de la salle de guerre.